Je suis convaincu qu'il y a eu des fraudes. Je suis convaincu que Joe Biden n'a pas légitimement reçu le total des voix qu'on lui accorde. À partir du moment où Trump, lui, met en avant la souveraineté d'un État, où il met en avant les différences culturelles, les différences religieuses, eh bien, il s'oppose à cette idéologie et donc il doit être combattu. On sait que partout où le socialisme est arrivé, on a vu les libertés reculer et on a vu l'économie et la croissance reculer également. Donc on sait très bien que cette thèse ne fonctionne pas. Le combat économique et le combat idéologique du XXIe siècle sera entre les États-Unis et la Chine continentale, la Chine communiste, le régime de Pékin. Gérard Olivier, journaliste franco-américain, porte son regard sur les fraudes électorales aux États-Unis, sur le combat entre la liberté et l'idéologie socialiste. Il estime que le mondialisme sera éliminé par l'histoire et que le combat du XXIe siècle sera le combat entre les États-Unis et la Chine communiste. Bienvenue à l'émission Esprit français. Merci. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr. Je suis journaliste, je suis franco-américain, je travaille de manière indépendante et je suis, comment on appelle ça en français, chercheur associé pour un institut qui s'appelle l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Et je suis également l'animateur d'un blog sur l'actualité américaine qui s'appelle France Amérique, le blog de Gérald Olivier. Et puis je suis également l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Sur la route de la Maison-Blanche, je ne sais pas si vous le voyez, qui est un dictionnaire des élections présidentielles américaines et qui est sorti à l'automne à l'occasion du scrutin présidentiel américain qui a eu lieu le 3 novembre et de la transition qui est en cours. Donc voilà. Et j'ai vu dans votre blog, vous avez dit que cette élection dépasse la personne de Trump, car il s'agit de processus électoral, la confiance du peuple et aussi l'avenir des États-Unis. Absolument. Le problème de cette élection, si vous voulez, c'est que on sait, parce que ça a été prouvé, on sait qu'il y a eu des fraudes. Ça, c'est indéniable. On sait qu'il y a eu des fraudes, on sait qu'il y a eu des irrégularités. Irrégularité n'est pas fraude. On sait également que le processus n'a pas été marqué par une totale transparence, aussi bien en ce qui concerne le vote que le dépouillement du vote. Donc, cette élection pose problème et d'une certaine façon, et je l'ai écrit, Biden se retrouve un petit peu mal élu en dépit du fait qu'il ait autant de voix avec lui. Pourquoi est-ce qu'il est mal élu? Il est mal élu parce qu'on ne connaît pas la quantité des fraudes. C'est là qu'est le problème. Si on a un certain nombre de témoignages dans un certain nombre d'États, comme quoi les procédures légales n'ont pas toujours été respectées et que certains électeurs ont été favorisés par rapport à d'autres. Il y a un certain nombre de problèmes qui ont été mis en avant et les États-Unis devront régler ces problèmes avant la prochaine échéance présidentielle. Je pense que le problème fondamental, c'est celui des votes par correspondance pouvant être reçus au-delà de la date du scrutin, parce que ça ouvre la voie à des quantités de fraude, je dirais, incalculables. Et vous savez très bien qu'aux États-Unis, quand vous votez par correspondance, vous mettez votre bulletin dans une enveloppe, et cette enveloppe, vous la mettez dans une autre enveloppe. Le bulletin lui-même est anonyme, mais l'enveloppe qui contient le bulletin doit porter votre signature et votre nom. Et cette signature, lorsque l'on ouvre la première enveloppe et qu'on tombe sur la seconde, celle qui contient véritablement le bulletin, eh bien, on confronte cette signature à la signature qui a été enregistrée lorsque vous vous êtes fait inscrire sur les listes électorales. D'accord ? À partir du moment où vous ouvrez
vous a validé cette enveloppe et que vous l'ouvrez, vous êtes supposé la mettre de côté, mais ne pas vous en débarrasser. Par contre, le bulletin de vote lui-même, il devient anonyme. Et donc, on ne sait plus à qui il appartient. Et il ressemble à n'importe quel autre bulletin de vote, et il est très facile d'introduire frauduleusement un certain nombre de bulletins de vote anonymes à ce stade du dépouillement. C'est exactement ce dont se sont plaints les républicains en Géorgie lorsqu'on a vu cette vidéo de gens qui étaient attachés au dépouillement et qui, après avoir demandé à tout le monde de quitter la salle, étaient restés à 3 ou 4 et avaient sorti des valises de sous une table, ces valises étant pleines de bulletins reçus par correspondance. Et donc on a dit d'où venaient ces valises, d'où venaient ces bulletins. C'est pas forcément une fraude, peut-être que ces bulletins étaient là normalement, qu'ils avaient été reçus à temps et qu'ils avaient déjà été avalisés, mais le processus dans son ensemble paraissait flou, paraissait frauduleux, et à partir de là, donnait libre cours à toutes sortes de théories du complot, en quelque sorte. Donc voilà, cette élection a été entachée par tous ces problèmes et ils doivent être résolus. Par ailleurs, les médias ont un rôle très important et les médias ont avalisé la victoire de Joe Biden à des fins politiques et idéologiques depuis le début. Si demain, une cour de justice met à bas ce résultat et dit non, il est faux, en fait c'est Trump qui a gagné, Trump reste président, vous avez la révolution aux États-Unis. C'est-à-dire que la moitié de l'Amérique, tous ceux qui ont voté pour Biden, et il y a parmi ces éléments des gens extrêmement radicaux qui sont adeptes de la violence, et on l'a vu tout au long du printemps avec les manifestations qui étaient officiellement antiracistes et qui étaient en fait, pour moi, des éléments insurrectionnels. Il y aurait, dans une telle éventualité, comment dirais-je, un défoulement de violence aux États-Unis. Et cela, les cours en ont conscience et ne veulent pas le permettre. Il est tout à fait gênant de constater qu'un certain nombre d'irrégularités, en effet, vont systématiquement dans le sens de Joe Biden. Et je suis convaincu, et je l'ai dit, je crois, en tout début d'interview, je suis convaincu qu'il y a eu des fraudes. Je suis convaincu que Joe Biden n'a pas légitimement reçu le total des voix qu'on lui accorde. Et puis évidemment, il faut aussi tenir compte d'un fait très important, et vous l'avez souligné, c'est que les républicains, et Donald Trump en particulier, ont les médias contre eux. Et les médias ont un pouvoir considérable. On n'a pas suffisamment souligné le fait que pendant toute la campagne électorale, les sondages aient systématiquement diminué le score de Donald Trump et masqué sa popularité réelle auprès de l'électorat, parce que ça a mis en difficulté sa capacité à lever des fonds. Ça a pu décourager des électeurs. On n'a pas assez souligné le fait que les affaires familiales de Joe Biden et surtout les déboires de son fils Hunter ont été délibérément minorés par la presse pour ne pas nuire à ce candidat. Donc c'est vrai que le succès de Donald Trump est à prendre face à une telle adversité. Qu'il ait réussi à réunir autant de suffrages alors qu'il avait autant de pouvoir contre lui, y compris celui du fameux quatrième pouvoir, qui est la presse, que sont les médias, c'est quelque chose qui est remarquable. Mais c'est une réalité que les républicains doivent prendre en compte, dont ils doivent tenir compte, et il est sûr que leur camp va se détourner de ce qu'on appelle les grands médias, les mainstream médias, mais il faut absolument qu'ils parviennent à faire en sorte que les quelques médias qui sont avec eux deviennent les mainstream médias de demain. Et ça, c'est un vrai défi pour les républicains. La plupart des électeurs de Trump, ils ont une vision très claire sur le danger de communistes, en fait, sur l'ingérence du Parti communiste chinois. En fait, ils ne veulent pas transformer les États-Unis
en Chine communiste. Et c'est pour cette raison qu'il votait pour Trump. Oui, alors il y a une partie, c'est vrai que les États-Unis ont été pendant longtemps le champion de ce qu'on appelait le monde libre. Et c'était les champions du monde libre face au monde communiste, et un monde communiste qui était divisé entre un communisme maoïste en Chine et un communisme léniniste en Russie, Union soviétique. Aujourd'hui, l'Union soviétique est redevenue la Russie, et c'est un régime qui n'a pas totalement renoncé au communisme, mais qui s'est ouvert à une forme de capitalisme. La Chine, elle, pratique un communisme particulier, parce que c'est un communisme qui est aussi basé sur un capitalisme d'État, mais qui, bien évidemment, repose sur un contrôle extrêmement serré de l'individu et de l'opinion. Et à partir de là, c'est un système qui est évidemment contraire à toutes les aspirations et à tout ce que les États-Unis ont toujours défendu depuis leur création. Donc, il y a une partie de l'électorat qui est viscéralement et à juste titre opposée à toute forme de communisme, de collectivisme, de marxisme et même de socialisme, puisque l'on sait très bien que le socialisme mène, non pas inévitablement, mais à terme, à une forme de communisme. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que la guerre froide s'est achevée il y a plus de 30 ans, et que vous avez une partie de la population qui est née après la guerre froide, qui n'a jamais connu le communisme soviétique, qui n'a jamais connu ou qui n'a jamais été informé des dégâts monstrueux provoqués par le maoïsme en Chine et la révolution culturelle et les purges que cela avait imposées et les massacres de population qui ont eu lieu à ce moment-là. C'est un électorat qui n'a pas été informé de ce qu'était le goulag du temps de l'Union soviétique, et c'est un électorat qui est un petit peu idéalisé par rapport à la générosité apparente de l'idéal socialiste, de cette égalité, de ce partage, de ce mondialisme. Et donc c'est un électorat qui est très facile à manipuler. On sait que partout où le socialisme est arrivé, on a vu les libertés reculer et on a vu l'économie et la croissance reculer également. Donc on sait très bien que cette thèse ne fonctionne pas. C'est peut-être d'ailleurs, je dirais, la chance des républicains aujourd'hui. Lorsque l'on parle d'une assurance santé universelle aux États-Unis, il s'agit de faire de l'État le garant de la santé des citoyens. C'est une idée qui progresse, mais qui était considérée il y a quelque temps encore comme anti-américaine. Lorsque l'on parle d'éliminer la dette de l'ensemble des étudiants, on évoque exactement la même chose. Collectiviser cette dette et faire que l'État la prenne à sa charge. Lorsque l'on parle de rendre l'enseignement gratuit, et notamment les universités gratuites aux États-Unis, on parle de collectiviser ce système et d'éliminer les grandes universités privées, comme Harvard, comme Stanford, comme toutes celles qui ont produit les élites libérales d'aujourd'hui, sociales libérales d'aujourd'hui, et l'on parle de véritablement révolutionner le système. Donc je pense que lorsque les électeurs américains réaliseront l'étendue des réformes que certains vont mettre en place, et surtout réaliseront que ces réformes ne mènent pas du tout au lendemain qui chante que certains leur annoncent, eh bien, leur déconvenue sera telle qu'ils seront prêts à ce moment-là, je dirais, à réintégrer le giron républicain et à voter pour la défense des libertés individuelles et la défense des valeurs qui ont fait l'Amérique. Parce que jusqu'à la pandémie, le mandat de Donald Trump avait été un mandat qui, économiquement parlant, était plutôt favorable aux intérêts américains et avait plutôt résorbé un certain nombre de problèmes qu'autre chose. Je pense que le mandat de Joe Biden ne va pas être un mandat très heureux d'un point de vue économique ou d'un point de vue politique pour les Américains. Donc pensez-vous maintenant on est rentré dans une bataille entre la liberté et le communisme? Alors, il y a un enjeu. C'est l'enjeu, je dirais, ultime. Je ne le mettrai pas en des termes aussi radicaux que vous,
Mais je pense que le combat économique et le combat idéologique du XXIe siècle sera entre les États-Unis et la Chine continentale, la Chine communiste, le régime de Pékin. Ce sont les deux rivaux du XXIe siècle. En fait, monsieur le président Trump, il est anti-communiste chinois. Il a affiché clairement de sa position. Donc, je ne sais pas, est-ce que d'après vous, vous avez observé certaines, justement, ingérences du Parti communiste chinois? Mais on sait très bien que la Chine essaye, par tous les moyens, d'étendre son influence sur le système politique chinois. On a le cas de ce représentant de Californie, M. Swalwell. Je ne sais pas si vous entendez parler de lui, M. Swalwell. Eric Swalwell, il est représentant de Californie. Il a été brièvement candidat démocrate à la nomination. Il n'a pas eu beaucoup de succès, mais on sait très bien que tout son bureau a été infiltré par une ou même deux espionnes chinoises. On lui a présenté des femmes venues de Chine qui étaient capables de l'aider sur un certain nombre de points et qui se sont avérées être des espionnes au service du Parti communiste chinois. Et on sait très bien que la Chine travaille beaucoup aujourd'hui sur ce qu'on appelle le soft power. Vous avez aux États-Unis les instituts Confucius, qui consistent à propager et à mettre en avant, je dirais, une ligne idéologique favorable au régime de Pékin et faire en sorte, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, que les États-Unis soient beaucoup plus ouverts à travailler avec la Chine et soient beaucoup plus faibles ou beaucoup plus, je dirais, malléables. Voilà, le but de la Chine, ce n'est pas de vous convertir à leur idéologie, mais c'est de faire en sorte que vous deveniez insensibles à leur idéologie et que eux puissent continuer de s'enrichir grâce à vous. Vous êtes journaliste. D'après vous, pourquoi les médias grand public veulent censurer ouvertement Trump et veulent censurer les fraudes? Et pourquoi, d'après vous, le média se servir devient un outil de gauche pour protéger l'idéologie de gauche? Parce que vous avez, comment dirais-je, c'est une très bonne question, celle que vous posez. C'est une très très bonne question. Il y a chez certains cette foi, cette croyance, en quelque sorte, que lorsque le monde sera devenu global, d'accord, véritablement global, eh bien, on parviendra à une sorte de paix globale. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de gens qui considèrent que les guerres découlent de l'opposition entre deux groupes et que ces guerres découlent de la méconnaissance de ces groupes l'un pour l'autre. Si vous remontez dans le temps et si vous regardez la géographie, vous vous apercevez que les peuples se sont toujours battus contre les voisins. Et puis au fur et à mesure où ils ont réussi à s'unir avec ses voisins, eh bien ils ne se sont plus battus avec eux. Mais ils se sont battus avec le voisin d'à côté. Il y avait toujours un voisin, on agrandissait la région, mais il y avait toujours un voisin autour de la région. Donc si vous parvenez à éliminer, à faire que la Terre entière ne soit qu'une seule région, one world, comme ils disent en anglais, vous parviendrez à cette paix globale. Si vous parvenez à faire en sorte que l'ensemble du monde se mélange, que demain, les Noirs, les Blancs, les Chinois, les Asiatiques, que tout le monde que l'idée le métissage devienne global, ben vous éliminerez le racisme, puisqu'il n'y aura plus de base pour le racisme. C'est à partir du moment où vous avez des Noirs, où vous avez des Blancs, où vous avez des Asiatiques, où vous avez des Indiens, qui ont tous un type ethnique marqué et différent de celui du voisin, c'est à partir de cette différence que vous avez le racisme et les mots qui en découlent. Si vous éliminez cette différence, vous éliminez ces mots. Donc vous avez une idéologie internationaliste qui considère que voilà, l'avenir du monde, il est là, et qu'il faut donc le favoriser par tous les moyens. À partir du moment où Trump, lui, met en avant la souveraineté d'un État, où il met en avant les différences culturelles, des différences religieuses, eh bien, il s'oppose à cette idéologie et donc il doit être combattu.
Et l'idéologie dont je vous parle, cette idéologie mondialiste, c'est celle que l'on enseigne dans les universités. C'est celle que l'on fait passer dans les messages d'Hollywood, c'est celle qu'on fait passer dans tous les messages culturels, c'est celle qu'on fait passer dans les messages d'artistes internationaux. Et donc, vous avez cette forme de collusion d'intérêts qui marche dans un même sens sans avoir nécessairement besoin de se concerter. Parce que on a intégré ce système de pensée et que Trump, allant à l'encontre de ce système, ben, il faut le combattre et je dirais même l'abattre. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire pour l'instant. Est-ce que vous pensez que du coup, le monde est en danger pour justement cette idéologie de mondialiste? Je ne crois pas à un monde de bisounours, pour parler de manière très familière. Je crois au rapport de force, malheureusement. Et que les tenants de cette idéologie mondialiste seront les perdants de la mondialisation. Parce que tout le monde ne voit pas comme eux et qu'en agissant de cette façon, ils s'affaiblissent. Et je pense que les Européens et les Américains qui adopteraient de manière peu critique cette vision mondialiste, ils seront éliminés par l'histoire. Oui, c'est très dangereux. Et quel est le dernier message que vous voulez passer? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un combat entre le bien et le mal est déguisé en bien? Ah, oui, absolument. Pour tromper les gens. Oui, je pense qu'il y a eu une inversion des valeurs. Il y a une inversion des valeurs et que tout à fait, mais vous savez, c'est typique du mal. Le mal se déguise régulièrement en bien et il faut en avoir fait l'expérience pour le comprendre. Donc c'est peut-être ce qui finira par sauver le monde. Mais je suis en effet... Je n'aime pas parler en termes aussi manichéens que le bien et le mal, mais j'estime que le monde occidental est basé sur la défense de l'individu en tant que personne et en tant qu'individu différent d'un autre, et que c'est ça qu'il faut chercher à préserver. Merci beaucoup, M. Olivier.